Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, Bien dans son job aujourd'hui, stress, absence à répétition des aidants salariés. Comment l'entreprise peut les soulager? On va en parler dans quelques instants avec Agnès Dupuis. Elle est la fondatrice de Family Help. C'est une application, elle nous en parlera dans quelques instants. Smart Philo, notre rubrique hebdomadaire, intelligence émotionnelle. Qu'en pensent les philosophes? Et on posera la question à Jean-Mathie. Il est justement philosophe et consultant associé chez Noéthique Biz. Et puis le cercle RH, on parlera de la mixité, l'égalité homme-femme, les mythes, mais aussi les barrières qui freinent encore la carrière des femmes, malgré des lois, malgré un mouvement de notre société. On en parle dans quelques instants avec nos invités. Et puis fenêtre sur l'emploi, tiens, la présidentielle, quel est l'état d'esprit des cadres à l'approche de cette élection majeure? On en parlera avec la directrice des études de cadre emploi. Voilà le programme, tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Cegid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job, c'est un sujet important dont on va parler, car justement pour être bien dans son job, il faut permettre aux aidants de pouvoir accompagner dans les meilleures conditions un proche, un père, une mère ou un membre de sa famille. On en parle avec Agnès Dupuis. Bonjour Agnès. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Vous êtes fondatrice de Family Help, alors c'est le punchline, en tout cas c'est la première application 100% gratuite à destination des aidants, des seniors en perte d'autonomie. Comment vous est venue cette idée? D'abord quelques chiffres, parce que quand on regarde les chiffres, évidemment, le nombre de personnes âgées progresse d'année en année, donc de fait le nombre d'aidants aussi. Oui, tout à fait. Alors l'application s'appelle Family Help, Famyhelp. Effectivement, c'est une application qui s'adresse aux proches aidants. Donc les aidants, ce sont toutes ces personnes qui en général interviennent auprès d'un membre de leur famille qui commence à être en perte d'autonomie ou qui rentre dans l'âge. Et effectivement, comme vous le disiez, le nombre des personnes âgées va augmenter de plus de 30% à l'horizon 2030, c'est-à-dire demain. Et on considère aujourd'hui que ces aidants, ils sont bien un Français sur 6, et dans ces 1 Français sur 6, il y en a quand même plus de 60% qui travaillent. Donc les derniers chiffres sur les aidants, c'est quand même 15 millions de personnes qui sont concernées en France par la situation d'aidance et qui ont besoin justement d'avoir accès à de l'information utile pour leur permettre de trouver des solutions, faire appel à des prestataires de services, avoir des informations concernant des aides institutionnelles, etc. Et ces informations, elles sont bien souvent difficiles à trouver, et c'est comme ça que nous est venue notamment l'idée de tout regrouper sur un outil digital dans une application qui s'appelle Family Help et qui va pouvoir permettre aux personnes, via leur smartphone, d'avoir accès à de l'information de type institutionnel, à des petites vidéos, mais aussi avoir accès et de manière géolocalisée à des prestataires de services qui seront proches du domicile du parent aidé. Donc Agnès, pour être très concret, c'est une application à la fois pratique, mais c'est aussi une boîte à outils, si je comprends bien. Oui, c'est-à-dire que l'application, elle peut être utilisée à plusieurs niveaux. Et de toute façon, en plus, elle est gratuite à tous les niveaux d'utilisation. Le premier niveau, c'est déjà de pouvoir trouver les points d'entrée pour pouvoir, par exemple, demander l'APA pour les personnes âgées. L'APA, c'est une aide qui est donnée et qui peut permettre un encadrement médico-social de la part d'une équipe du conseil départemental. C'est aussi une aide financière qui va venir financer des heures d'aide à domicile, des heures de téléassistance, enfin des abonnements téléassistance ou des prises en charge partielles de portage de repas, par exemple. On ne sait pas. Agnès, de quoi ont le plus besoin les aidants? Puisqu'on démarrait notre échange sur les risques d'absentéisme, de personnes qui, par la force des choses, se mettent en arrêt maladie parce qu'ils ne peuvent pas concilier leur vie professionnelle avec la situation d'un proche. De quoi ont-ils le plus besoin, vous qui avez un diagnostic sur cette question? Oui, alors moi effectivement j'ai de l'expérience dans le maintien à domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap. Et effectivement, ce dont ont le plus besoin les aidants, ce sont déjà un premier niveau d'information par rapport à la situation qui leur arrive, la situation qui arrive pour eux et leur famille. Et ensuite, ils doivent aussi déléguer à des professionnels qui vont pouvoir les aider pour un maintien à domicile réussi. Donc en réalité, on doit avoir d'un côté de l'information triée, fluidifiée, et c'est ce que fait l'application, et dans un deuxième temps, accéder à des prestataires de services qui vont être le relais
qui vont être un soutien et qui vont être des professionnels au service des besoins de la personne âgée, de la personne en perte d'autonomie. Ouais, j'imagine, Agnès, que vous référencez sur votre appli aussi les lois, les textes de loi, parce que des choses ont avancé sur le statut des aidants. Qu'est-ce que peut faire l'entreprise très concrètement? Parce que j'ai vu qu'il y avait une forme de chat entre les aidants, c'est-à-dire un réseau d'entraide où chacun peut croiser, partager ses expériences, parfois douloureuses d'ailleurs. Mais en quoi l'entreprise peut être un acteur clé dans ce soutien? Alors aujourd'hui, la question des aidants, elle était très prise par les entreprises parce que effectivement, derrière c'est du temps, derrière c'est de l'occupation, on va dire c'est de la charge mentale pour les salariés. Et le but de l'entreprise, c'est quand même que les personnes soient au maximum concentrées sur leur travail et qu'on les ait un petit peu déchargées de tout ce stress et de tous ces soucis. Ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est aujourd'hui de proposer des solutions qui sont accessibles pour que leurs salariés aient justement accès à de l'information ou puissent déléguer par exemple à des prestataires de services, eh bien toute une partie de l'accompagnement de leurs parents ou des conseils ou par exemple des contacts avec d'autres personnes. Dans l'application, effectivement, nous aujourd'hui, on discute avec beaucoup d'entreprises qui souhaitent promouvoir l'application en leur sein pour justement faciliter les choses pour leurs salariés aidants. Agnès, je ne l'ai pas précisé, mais je crois que vous avez monté cette entreprise en 2019 avec votre sœur, si Oui. je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Un mot quand même, il est important. On a des entreprises, certaines sont venues dans notre émission Smart Job nous expliquer qu'il y avait une forme de collecte d'heures, de journées que les salariés donnaient dans une sorte de compte de journée qui permettait justement aux aidants de pouvoir en bénéficier. Est-ce que ça, vous le portez aussi? Est-ce que c'est un élément où vous dites que c'est un élément très fort d'entraide entre les collaborateurs? Alors nous, au niveau de l'application, ce n'est pas une gestion qu'on peut faire. Par contre, effectivement, chaque entreprise peut organiser ce type d'initiative. Il faut quand même, et vous l'avez dit au début, aujourd'hui, les entreprises doivent autoriser des absences à leurs salariés pour justement s'occuper d'un proche âgé. Et la différence qu'il y a depuis 2 ans, et ça on l'a mis dans l'application sur une petite vidéo, c'est qu'effectivement cette absence, elle peut être rémunérée dans le cadre d'un financement sécurité sociale. Et ça effectivement, c'est une réussite parce que c'est des choses qui ont été portées par les associations d'aide aux aidants et par différents acteurs de la société civile. Donc effectivement, il y a des initiatives dans le privé aussi qui permettent aux personnes de s'absenter, d'avoir une rémunération derrière et d'avoir une prise en charge financière, mais aussi une reconnaissance de la part de la société parce que dans la société, ces aidants-là, ils sont très importants et sans eux, finalement, le maintien à domicile tel qu'il est présenté aujourd'hui comme la clé du vieillissement en France, eh bien effectivement, il ne pourrait pas être possible. Oui, avec la crise des EHPAD qui a évidemment mis la lumière sur peut-être une autre manière d'accompagner nos anciens, nos personnes âgées et notamment dans le grand âge. Vous avez des statistiques, avant de nous quitter, quelques chiffres sur le nombre de jours que consacre un aidant à un proche? Comment ça se passe? C'est quoi la durée moyenne? En général, statistiquement, il me semble que la durée moyenne, c'est 25 jours. C'est pour ça aussi que le congé proche aidant, il se rapproche à peu près de ce nombre de jours-là. Et après, j'ai envie de dire, ça va dépendre des périodes, puisque la perte d'autonomie, entre guillemets, elle est progressive. Donc au début, on va s'absenter 1 semaine, 2 semaines, et puis après, ça va être un petit peu plus long. Mais j'ai envie de dire, ces absences-là, elles peuvent être évitées, limité au minimum, entre guillemets, de prise en charge familiale, parce que justement, on aura trouvé de l'info et on aura trouvé un prestataire qui va nous aider à accompagner nos parents pour que finalement, on ne soit pas des aides à domicile de nos parents, mais on reste les enfants de nos parents. Oui, c'est vraiment intéressant ce que vous dites, parce que dans le message central de tout ce que vous nous expliquez depuis quelques minutes, c'est quand même l'idée de jamais hésiter, grâce à l'appli notamment, à s'appuyer sur des professionnels, pour le dire directement, pour se soulager aussi, parce qu'on voit parfois des aidants qui tombent eux-mêmes malades. Oui, souvent effectivement, l'épuisement, il va être plus important pour la personne qui aide que la personne qui est elle-même malade ou qui est elle-même en perte d'autonomie, parce qu'il y a un épuisement, il y a un souci aussi, et puis il y a une recherche permanente d'infos, de solutions, de appeler à droite, aller à gauche, etc. Et c'est ce que nous avons voulu faire dans l'application, c'est vraiment fluidifier l'information et donner l'information à tous les niveaux. C'est-à-dire que la personne, à un moment donné, elle a juste besoin d'avoir un petit coup de main, et bien l'application, elle peut lui donner. Après, on rentre dans un processus un petit peu plus important où là, on va commencer à appeler des prestataires. On va aussi discuter via le chat avec d'autres aidants qui sont à proximité et pouvoir un petit peu échanger des bonnes pratiques, échanger des expériences.
ça permet de partager et de diminuer sa propre charge finalement. C'est ça l'intérêt. Un dernier mot, Agnès, vos prospects, puisque vous êtes une entreprise, cette application c'est aussi une entreprise, vous adressez d'abord à qui? Aux particuliers, pas si facile à toucher, ou d'abord aux entreprises pour qu'elles diffusent l'application? Alors nous, on a deux stratégies. On a une stratégie où effectivement on s'adresse au grand public sur des cibles réseaux sociaux, etc. qui sont, puisqu'on connaît un petit peu le profil type des aidants, aujourd'hui ce sont plutôt des femmes, la tranche d'âge c'est plutôt entre 35 et 55 ans. Donc du coup on connaît un petit peu cette cible-là, mais effectivement elle est moins facile elle n'est pas forcément facile à capter. Tiens, Donc la deuxième cible, ce sont effectivement ce qu'on appelle le B2B, où effectivement ça va être tous les prestataires de services qui veulent être référencés dans l'application, parce que leur intérêt, c'est d'être visible par des aidants sur une zone géographique qui finalement est leur zone de chalandise habituelle, et ça leur permet d'être présents sur un outil digital innovant et clé en main surtout. bien sûr. Juste avant de nous quitter, ce sont principalement des femmes, si je vous entends bien, qui sont des aidantes. On parle d'aidants, mais c'est principalement des aidantes. Oui, ce sont les chiffres officiels. Effectivement, je crois que c'est de l'ordre de 87% de femmes. D'accord, voilà, donc la charge... Effectivement, Voilà. Non, c'est intéressant c'est majoritaire. C'est intéressant de l'entendre et voir que une charge mentale supplémentaire, notamment cette question, est portée par les femmes. On va parler de la mixité, d'égalité hommes-femmes dans quelques instants dans le débat et dans le cercle RH. Merci Agnès d'être venue nous rendre visite. Agnès Dupuis, fondatrice avec sa sœur. C'est une entreprise basée à Lyon, hein, je ne dis pas de bêtises. Voilà, basée à Lyon, Famille Help, l'application pour les aidants. Famille Help, exactement. Merci de nous avoir rendu visite. Application 100% gratuite. À très bientôt. Smart Philo, c'est tout de suite. On s'intéresse bien aux émotions. Mais tiens, en quoi le philosophe peut avoir un regard, une analyse sur ce sujet? On en parle dans quelques instants. Smart Philo, on reçoit Jean Maty en personne. Vous n'êtes pas derrière un écran aujourd'hui, Jean, vous êtes avec nous physiquement, philosophe, consultant associé chez Noetic Biz. Et vous avez choisi de nous parler d'un sujet dont on pourrait penser qu'il est plutôt du registre de la psychologie, l'intelligence émotionnelle. Justement, qu'est-ce qu'en pensent les philosophes? Et on parle souvent de cette intelligence émotionnelle en entreprise. Pourquoi on en parle beaucoup d'ailleurs? Tout d'abord, merci de me recevoir à nouveau et physiquement. C'est une grande joie de vous voir. C'est un plaisir. Mais vous venez de Lyon, je précise. Je viens de Lyon. Donc voilà, vous faites un petit bout de chemin pour nous rejoindre. Exactement. Et je mets en application tout de suite ce que je vais vous dire, c'est-à-dire à savoir qu'il faut exprimer ses émotions. Alors pourquoi on parle des émotions en entreprise? Peut-être que parce que depuis les années 90 au moins, dans une grande ambiance de l'économie servicielle, du capitalisme cognitif, c'est-à-dire de l'immatérialisation progressive de notre société, ce qui compte, c'est bel et bien le réseau et les relations. C'est à peu près la même chose. Soit on prend les relations des relations et on parlera du réseau, soit on parle des relations interpersonnelles et on parlera donc des relations. Et dans ce cadre-là, où finalement l'intelligence collective, l'intelligence relationnelle vient au premier plan de la valeur ajoutée de ce que peut délivrer une entreprise, eh bien c'est tout naturellement que l'émotion devient un vrai sujet, parce qu'elle fait partie de cette intelligence relationnelle. Alors je resitue, c'est vrai que l'intelligence émotionnelle est un peu du registre de la psychologie. Oui. Vous avez décidé de vous en emparer. Pourquoi vous, le philosophe, le consultant, vous dites c'est aussi un sujet qui peut traverser la philosophie? Parce que, en fait, nos convictions chez Noetic Biz, c'est qu'on essaye de restaurer un maximum d'attention, en plein sens du mot attention, que les Américains, ils appellent ça le care. Le care, oui. Voilà. On essaye de militer pour prendre soin de l'attention des gens. Et que les philosophes, quand ils parlent de l'émotion, ils prennent ce prisme-là original de dire, en fait, prendre soin de l'attention des gens, ça commence par prendre soin de leurs émotions. Et ça, on le voit dans un grand philosophe qui s'appelle Paul Ricoeur, à ne pas confondre avec Paul Ricard. C'est une autre philosophie, quoique elle produit elle aussi de l'attention et de la joie. Paul Ricard, oui, c'est pas pareil quand même. Pas pareil, c'est pas exactement le même. C'est à la fois le circuit automobile et puis c'est un alcool, évidemment. Voilà, évidemment. Voilà. Et en fait, le sujet, c'est que Paul Ricoeur dit que lorsque vient une émotion à moi, en fait, elle fait 3 trucs. Elle me désautomatise, c'est-à-dire qu'elle m'arrête dans mon être au monde. Elle me normativise, pardon, c'est pas très joli, c'est des mots de philosophe, mais elle me normativise, c'est-à-dire elle me fait percevoir un bien ou un mal,
Et puis corporellement, pour le coup, elle me fait avoir des mouvements vraiment très physiques de rejet, de rapprochement, de distanciation de pas de côté, par exemple, etc. On est vivant, quoi. On est vivant, Ouais, c'est ça, exactement, ouais. exactement. Et Paul Ricoeur dit que l'émotion nous conduit, et il dit ça dans un gros livre qui s'appelle Le volontaire et l'involontaire pour les courageux et les courageuses. Et donc l'émotion nous fait faire ce parcours en 3 temps et produit, si on en prend soin, de l'attention. Elle vient nourrir notre attention à nous-mêmes, bien sûr, mais aux autres. Mais juste, c'est bon ou c'est mauvais ça? Parce qu'après tout, on est un peu, on perd pied parfois dans ses émotions. Oui, il faudrait. En fait, l'enjeu pour nous, c'est d'éviter 2 postures pour aller vite. Soit on est dans le sentimentalisme et alors on vit dans nos émotions, comme j'entends malgré moi, j'entends ça un petit peu dans le business. C'est-à-dire, il faudrait laisser la place tout entière à nos émotions. On ne serait plus que des êtres d'émotion et pas de raison du tout. Compliqué dans une entreprise, parce qu'on vend des produits, parce qu'on est dans du business. Très clairement, parce qu'il faut rester rationnel. Bah ouais. À l'inverse, si on n'est plus que rationnel et qu'on se coupe de cette dimension émotive, eh bien, on devient des robots, Arnaud. Ouais. Ni plus ni moins. Est-ce qu'on n'a pas appris, finalement, on nous l'a appris tout petit finalement, qu'il fallait rester un peu professionnel face à nos émotions? En un mot, il fallait un peu les cadenasser quand même si on nous dit aujourd'hui que la mode, c'est de lâcher ses émotions, mais dans les faits, on cadenasse beaucoup quand même. 2 choses ont fait du mal à cette enfin, nous ont fait du mal qui fait qu'on pense ça souvent. D'abord l'idéalisme en philosophie, c'est une vieille bataille qui remonte jusqu'à Platon. Ah oui. Et puis aussi le machisme. On serait des gros durs, vous voyez, Arnaud, on serait des hommes et des femmes, même les femmes, on serait des êtres virils que de se couper de nos émotions, quoi. C'est ça un peu l'illusion. Moi, je dis que, mais nous, chez Noétique Biz, on prétend que ce serait à la fois moralement condamnable de faire ça et à la fois stupide, c'est-à-dire nous priver de nos émotions, ce serait nous priver moralement d'une partie de notre humanité. Donc, et puis ce serait stupide parce que notre corps, s'il nous parle par des émotions, c'est que lui, le premier, il réclame du sens. Et qu'en fait, souvent j'entends dans le business... Gros sujet, hein. Gros sujet, parce oui. En gros, dans le business, on nous dit il faut donner du sens, il faut redonner du sens aux collaborateurs. En fait, le sens, il émerge. Et il émerge d'abord et avant tout, très, très empiriquement, très concrètement, dans notre interaction, au moment où je ressens l'émotion qui me traverse. Est-ce qu'il faudrait non pas seulement gérer nos projets, mais gérer notre vie et jusqu'à nos émotions? Ça, c'est un vrai débat profond du philosophe. Oui, exactement. Parce que parfois, excusez-moi, l'émotion, elle nous percute. Ouais. C'est un plaquage d'une situation qui nous arrive, mais elle ne part pas de nous. Oui, c'est très vrai. Comment dire ? En fait, on voit bien qu'on est dans des sociétés où le mot management a pris le dessus. Surtout, on ne sait plus trop ce que ça veut dire. C'est vrai. Grosso modo, si je suis caricatural, soit on part dans la financiarisation de la pensée économie, que j'appellerais économisme. Ouais, vous voyez, pour bien montrer que c'est plutôt mal de penser les choses ainsi, c'est plutôt moralement condamnable. L'idée que nous aurions des émotions et que ce serait un capital qu'il faudrait maximiser. Pas trop de sens. Je vais voir Arnaud, je suis super heureux d'être à Smart Job, à Smart Philo bien sûr, et en fait, comment dire, il faudrait que je maximise ça. Ça voudrait dire quoi? Qu'il faudrait que je survendre ce moment-là, survendre la joie. C'est ça, bien sûr. Que je me prenne en photo, en selfie avec Arnaud en mode ouais super, on est trop content. Ça arrive. Ça arrive, pas vous. Mais pas comme ça. Mais pas comme ça. Mais c'est ça, l'idée, c'est on en fait trop sur ce moment. Ben ouais, on serait vraiment, on tomberait dans le sentimentalisme. Mais donc ça génère un peu du vide, ce que vous décrivez. C'est faux, en fait. Oui, on retombe sur du non-sens alors que notre corps, il en réclame. Alors, le management, il vient bel et bien du mot économie, oikonomia en grec. Et oikonomia en grec, ça veut dire... gérer la maison pour son bien commun. C'est vachement intéressant parce que l'économie, c'est comment je mets mon émotion au service du bien commun dans notre relation. C'est ça une pensée du management. Tout en étant dans la rationalité. Et oui, c'est ça le management des émotions et pas la maximisation des émotions qui n'aurait plus de sens. Est-ce qu'il y a des réponses à ces questions? Comment le philosophe prenne soin des émotions? Comment vous faites? Parce qu'encore une fois, je leur dis, ça paraît éloigné de votre cœur de métier. Et vous nous expliquez que non, pas du tout finalement. Non, parce que notre cœur de métier, c'est de prendre soin de l'attention des gens. Alors on les forme. Et on les forme à l'intelligence relationnelle. Et quand on les forme à l'intelligence relationnelle et qu'on aborde les émotions, on leur apprend tout simplement à identifier ces 3 temps dont je vous parlais tout à l'heure avec Paul Ricoeur. On leur apprend à identifier des émotions toutes basiques. On pourrait faire toute la palette, mais je sais pas, si je me sens triste, c'est que j'ai besoin quelque part de revenir à un état que j'ai connu. C'est ça la tristesse. Et ça, les empiristes anglais... Parfois la mélancolie, si je peux me permettre. Ça peut virer en mélancolie, exactement. Ben ça, les empiristes anglais, nos philosophes, ils le disent un petit peu avant les psychologues qui s'en sont emparés au sens positif, qui sont allés beaucoup plus loin que les philosophes, heureusement. Mais enfin, les racines, on les a quand même. Nul besoin d'être psychologue pour traiter des émotions, mais il faut être déjà philosophe, ce serait déjà pas mal. Mais alors, comment ça se joue très concrètement? Comment ça se vit tout ça, là? Concrètement, ce serait de dire, Arnaud,
comment ça va aujourd'hui? Moi, je vais bien. Au niveau des émotions, C'est des le 3 début. dernières semaines. Ça, c'est le début. Non, comment ça va? Exactement. On commence par qu'est-ce que tu ressens, Arnaud, depuis ces 3 dernières semaines? Qu'est-ce que vous ressentez, Arnaud, depuis ces 2 dernières semaines? Et je m'autorise, il faut quand même avoir une réponse à ça, parce que parfois il arrive, tu vas bien, puis on passe à autre chose et personne ne répond. Quoi. Et oui, c'est malgré nous des petits rites de sécurisation où en fait on ne parle pas du vrai sujet. Et parfois il faut s'autoriser de ne pas parler du vrai sujet, parce qu'on a le droit aussi. Donc ça, c'est un mot d'entrée qui est une bonne clé pour entrer là. Et oui, c'est-à-dire Arnaud, qu'est-ce que vous ressentez dans notre manière de fonctionner ensemble depuis 3 semaines? Moi, je trouve ça très bien. Super. La deuxième question, c'est de dire, est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est d'identifier encore mieux à mettre un mot dessus pour savoir s'il y a un besoin qui se cracherait derrière? Voilà, c'est ça la clé philosophique. C'est 1, Arnaud, comment ça va depuis les 3 dernières semaines? 2, est-ce que c'est de la joie, Arnaud? Ouais, c'est de la joie. Ah, super. Et 3, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire ensemble, en fait, pour répondre à un besoin qui est non satisfait dans les émotions? Juste avant de nous quitter, c'est intéressant parce qu'on voit effectivement le care, la façon de prendre en charge l'autre, de pouvoir un peu embrasser ses émotions. Ça peut être gênant pour un interlocuteur qui est un peu timide, qui est un peu réservé, qui est un peu pudique, non? Enfin, il n'y a pas comme ça... Oui, on a beaucoup de stagiaires qui nous disent « Oh là là, mais on rentre dans l'intimité ». Mais ouais, on rentre chez moi là. Eh ben oui, et on essaye de les guider pour qu'ils soient hospitaliers envers eux-mêmes déjà, qu'ils soient les contemporains de leurs émotions. Et qu'ils acceptent donc cette proposition. Parce que parfois, on a du mal à l'accepter, cette proposition. On se dit, ça cache quelque chose, il est trop gentil. C'est-à-dire Vous voyez ce que je veux dire? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'il y a une réalité quand même derrière ça, c'est de dire qu'une émotion, c'est un état affectif équivoque qui me convoque. C'est-à-dire, c'est un état un peu bizarroïde qui me traverse, mais qui, en me traversant, veut produire quelque chose, me dit déjà quelque chose. Donc les gens ont l'impression qu'on rentre dans leur coffre-fort. Ouais, non, on ne rentre pas dans le coffre-fort de leur vie. Ce que l'on veut simplement, c'est être hospitalier avec soi-même, être le contemporain de ses émotions, c'est déjà beaucoup. Hospitalier avec soi-même, je retiens. soi-même. Pas exclusivement par la forme d'une question sympathique et rassurante. Merci Jean-Mathilde d'être venu nous rendre visite. C'est un vrai plaisir de vous avoir en vrai. Merci. Philosophe, consultant associé chez Noétique Biz, c'est des formations et c'est du consulting autour de tous les sujets que vous évoquez très régulièrement sur ce plateau ou en visio, et je le dis avec le sourire parce que c'est pas toujours facile de se libérer. On fait une courte pause et on va parler d'un sujet, tiens, vous l'avez évoqué finalement, la mixité, l'égalité homme-femme, les mythes, les barrières, les contraintes. Ça avance, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir parce que c'est vrai qu'il y a eu des lois, des textes fondateurs. Mais c'est vrai qu'il reste toujours un écart et des difficultés, notamment pour des cadres. On en parle dans quelques instants avec nos invités juste après cette courte pause. Le cercle RH, notre débat quotidien de Smart Job, on va parler de l'égalité homme-femme, de la mixité, avec des évolutions, il y en a eu, des barrières et des mythes. Il reste encore des mythes, et on reviendra évidemment sur cette notion de mythe. Où en sommes-nous exactement? C'est la question qu'on va se poser avec mes invités. Ingrid Bianchi, merci d'être avec nous, responsable de Diversity Source Manager. Vous nous expliquerez évidemment ce que vous faites exactement. À vos côtés, Marie-Christine Maéas, directrice du Centre Mazars pour la diversité et l'inclusion, avec un travail commun. Je voudrais le présenter, à la fois des études très détaillées menées chez Mazars, et puis ce livre dont on va découvrir la couverture. J'aime bien le titre, Remixer la mixité, édition Erol. Il est sorti en novembre 2021, c'est-à-dire l'an passé. Et vous revenez justement aussi sur ces idées de mythes. On reviendra parce que ça fait penser évidemment à l'histoire ancienne. Et puis avec nous, Hortense Deroux. Bonjour Hortense, présidente de GEF et associée au sein du cabinet Ashurst. Je l'ai bien dit. Ashurst. Ouais. Je l'ai bien dit. Presque. Non, c'est très bien. J'ai 26 minutes pour bien le dire. Et puis Jeff, quand même pour le préciser, c'est les femmes dans les grandes écoles. C'est grandes écoles au féminin, tout à fait. Quand vous dites grandes écoles, juste balayons le spectre, Polytechnique, l'ENA, enfin toutes les grandes écoles françaises. Exactement, oui, tout à fait. Un mot quand même, commençons par le début. Où en sommes-nous? C'est la question qu'on se pose au début de notre émission. Moi, de ma fenêtre, et ici, nous avons fait beaucoup d'émissions. Nous avons reçu Marie-Josie Merman, nous avons reçu Marie-Pierre Rixin, qui sont des lois importantes, la place des femmes dans les conseils d'administration, les femmes dans les COMEX. Est-ce que, avant de démarrer un diagnostic parfois un peu sombre, vous dites oui quand même, la France, dans le paysage européen, est plutôt bien placée? C'est ce que vous dites chez Mazars. Oui. Quand même.
Absolument, oui, chez Mazars. Et ailleurs. Et partout. Et à l'Observatoire de la mixité, dont nous faisons toutes les 3 parties, qui est un think tank qui s'intéresse aux mesures qui fonctionnent. Oui, nous sommes dans un pays de cocagne. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais en tout cas, on a l'arsenal législatif le plus développé quasiment au monde. Avec la loi Rixin, nous sommes le seul pays au monde. L'Allemagne a une loi qui s'apparente à la loi Rixin, mais beaucoup moins ambitieuse. Entreprise de plus de 1000 salariés, il faut le préciser, voilà, pour la loi Rixin. C'est un débat aussi 30% en 2027 et 40% en 2040 sur les instances dirigeantes. Voilà, c'est unique. C'est unique. Donc ça veut dire que la France fait partie des bons élèves dans cette volonté, puisqu'on n'y est pas arrivé, d'égalité homme-femme. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui, en fait, il y a véritablement une volonté politique et des moyens, des outils qui sont mis à disposition pour avancer dans les entreprises. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'il y ait une volonté des dirigeants et puis des outils, des process qui soient mis en place. Et en fait, on est quand même confronté dans les organisations à des représentations culturelles qui finalement maintiennent aussi les difficultés dans les organisations. Ce qu'on pourrait associer à la notion de mythe, puisque c'était la thématique, représentation culturelle, recèle des mythes. Enfin, il y a quand même cette idée-là, une forme on parle du patriarcat, d'habitudes finalement sociologiques qui font que, comme ça, sans y penser... Des rôles qui sont déterminés pour l'homme, dans les hautes responsabilités, et puis pour la femme, plutôt un rôle très légitime dans la gestion de la vie familiale. On va y venir, la maternité, enfin tous les éléments qui font qu'on peut justifier le fait de ne pas faire monter en grade une femme ou de la nommer à un poste. Hortense, je ne vous l'ai pas demandé, mais parmi toutes ces écoles, puisqu'en fait ce sont des représentants des 10 grandes écoles, vous faites partie d'une de ces écoles, j'imagine ? Oui, je suis diplômée d'HEC. D'HEC. Donc, il y a les alumni des écoles et puis il y a ce groupement, le GEF. Qu'est-ce qui ressort de toutes ces paroles de femmes qui toutes ont fait de très belles études, Polytechnique, l'ENA, HEC, enfin, toutes ces grandes écoles? Qu'est-ce qui ressort? C'est quoi le fil rouge? C'est je suis contente de ce que j'ai fait, mais je ne suis pas arrivée là où j'aurais dû être. Est-ce que vous l'entendez? Ou est-ce que la société m'a quand même permis, malgré toutes les contraintes, d'accéder à quelque chose qui m'épanouit, qui me donne du sens? C'est vraiment l'ADN de GEF, c'est-à-dire que c'est une association qui existe depuis 20 ans et qui a été constituée en fait par plutôt un groupe d'amis qui se sont rendus compte qu'elles avaient toutes les cartes en main et qu'en dépit de toutes ces cartes en main, elles n'arrivaient pas à avoir les carrières et qu'elles étaient bloquées à un moment. Donc c'était il y a 20 ans, c'était le fameux plafond de verre. Aujourd'hui, on est sur des sujets qui ont un peu évolué parce que comme vous l'avez dit, quand même, la situation s'est améliorée un peu et il ne faut pas le nier, mais on est toujours là pour parler de ce sujet. Il y a encore des lois qui sont prises, il y a même un empilement un peu législatif qui est nécessaire, mais... Empilement, vous trouvez qu'il y a... non, empilement, il y a un côté péjoratif. Oui, mais parce que... Alors moi, je suis juriste aussi, c'est pour ça. Hein, mais il y avait des dispositifs qui existaient déjà. Normalement, on devait avoir une mixité dans les derniers rounds de nomination pour certaines fonctions dans les sociétés. C'était prévu dans le Code de commerce. Oui. Mais il n'y avait pas de sanctions, il n'y avait pas d'outils. Et, voilà. Et donc, on a besoin un peu d'effets d'annonce. On a besoin de ces textes, on a besoin des quotas. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincue pour faire changer les cultures. Voilà, tout ça pour dire que... Quotas, femmes... vous posez le mot sur la table. Ah, vous dites, on a besoin de quotas. Oui, de toute façon, les lois... C'est l'éléphant au milieu de la pièce, mais oui, les lois Rixin, c'est des lois de quotas. Enfin, je veux dire, c'est des... Oui, les lois de quotas. Et la loi Rixin est arrivée pour une raison précise, c'est que la loi Copy-Zimmermann, qui instaurait donc des quotas sur les conseils d'administration, on pensait, en l'instaurant, que cela aurait eu un impact direct sur les comités exécutifs et comités de direction, ce qui n'a pas du tout été le cas. Donc voilà, ces députés soutenus par des experts, etc., s'y sont attelés et ont dessiné une loi qui ne parle pas uniquement de quotas, hein, mais il y a vraiment ce bloc. Le Sénat a un peu hésité, vous vous souvenez, puis finalement, on y est. On y est. Non, parce qu'il y a eu un débat aussi à l'intérieur du Sénat sur attendez, est-ce qu'on ne va pas trop loin, est-ce qu'on ne va pas trop vite, et qui m'amène à vous faire parler des fameux mythes, en tout cas des points où ça bloque. Un des mythes principaux, enfin en tout cas celui qui ressort, c'est la maternité. Oui. Pourquoi ça bloque ? Qu'est-ce qui se passe dans la tête des hommes ou de ceux qui vont décider dans les conseils d'administration, de ceux qui ont le pouvoir de nommer ? Qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'idée qu'une femme, c'est ça le mythe, ne peut pas assumer des responsabilités importantes parce qu'elle devra s'occuper de ses enfants, parce que c'est de ça dont il est question. On associe de manière inconsciente une sorte d'inaptitude au fait d'avoir
d'enfanter tout d'abord, donc il y a la question de la grossesse, puis d'avoir des enfants, donc de les, Vous avez de les raison. élever. Une femme qui réussit, finalement, dit, on le voit dans certains films fiction, je mets tout sur ma carrière, mais malheureusement, je ne pourrai pas avoir d'enfant. Parce que C'est sacrificiel. C'est sacrificiel. Tout à C'est-à-dire que je me sacrifie pour ma carrière, je serai une Wonder Woman, mais je ne serai pas une mère de famille. Voilà. Ou en Et- tout cas, ce sera compliqué. Ce sera compliqué. Ça, c'est le premier mythe. C'est le premier mythe qui, finalement, représente une discrimination et en plus, dans une grande mesure, c'est faux. Donc c'est vraiment, si on veut revenir à la question des mythes, ce sont des histoires que l'on raconte, que l'on re-raconte, et à force de les entendre, on finit même par les croire. Et ça forme des freins naturels à la forme des progression légendes, des carrières des femmes. Et donc la maternité... donc c'est dans ce livre que l'on a fait entre l'Observatoire de la mixité et Mazars, c'est Aurélie Leblanc qui travaille chez Arkea, qui s'occupe des talents chez Arkea, qui l'a très bien décrit. Et elle dit donc très bien que ça représente une discrimination et une contre-vérité, parce que il faut ramener ce qu'est la maternité. La maternité, c'est une absence. C'est vu comme ça, en tout cas, pour le mythe. Or, il y a des tas de manières d'être absent ou improductif dans une entreprise. Oui. Et ces manières d'être absent ou Oui, on peut être à son bureau. improductif, Oui, c'est ça. enfin, aussi, On peut être à son bureau et très absent. On l'a vu, Voilà, non, pendant la pandémie. on peut être malade, on peut. C'est voilà. ça. Et simplement, on se concentre sur l'idée de maternité comme étant l'absence qui finalement disqualifie pour toute carrière. Or, il y a des entreprises, et maintenant on en a un certain nombre qui le démontrent, qui sont capables de former leurs managers à faire en sorte que les maternités ne deviennent plus ou beaucoup moins un problème. C'est-à-dire ça se prépare, ça s'organise, ça permet de laisser des chances à certaines personnes qui vont prendre le relais pendant l'absence. Bien sûr. Bref, ça peut faire partie des process d'entreprise. Mais vous êtes la génération qui va porter les grandes entreprises. Enfin, c'est comme ça que ça devrait se vivre. Quand on regarde le CAC 40, on se dit c'est incroyable. C'est que des hommes qui dirigent ces entreprises. Alors ça change un tout petit Non, peu. mais là. légèrement. Enfin, excusez-moi. Donc il y a CAC une lueur 40, il y a d'espoir. une entreprise. Oui. Oui, enfin, oui, ça avance un tout peu. Il Il n'y a pas que le CAC 40 non plus. Non, mais il y a le SBF 120. Enfin, Non, mais bien sûr. comment vous expliquez cela, vous, entre vous, quand vous êtes dans ce club de femmes qui vous exprimez, qui essayez de faire avancer les choses? Qu'est-ce qui justifie ce forme de machisme dans ces postes éminents? Alors, il n'y a rien qui le justifie, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une érosion entre ce qu'on voit dans la masse salariale d'une entreprise Ah oui. et ce qu'on a après à la tête Petit à de petit. l'entreprise. Il y a une sorte de tête d'épingle. Et dans la tête d'épingle, il y a effectivement une grande majorité d'hommes. Et comment ça s'explique? Par tous les freins qu'on a essayé de déconstruire dans la publication, effectivement, Mazars, à laquelle Jeff a contribué aussi, pour justement ne plus avoir ces prétextes, parce que ce sont des prétextes, que sont la maternité, la femme n'a pas d'ambition, Pas d'ambition. la femme est averse au risque. Mais tout ça, ce sont des choses qu'on entend. croyances. Et en fait, c'est un conditionnement culturel, Mais éducatif. vu qu'on est entre nous, vous pensez que les hommes ont peur des femmes? Non, je ne crois pas qu'il faille poser le débat Non, comme mais sur le ça. plan presque freudien, c'est-à-dire que tout d'un Non, coup... il peut peut-être y avoir, je dirais pas peur des femmes, je ne pense pas qu'on en soit là, mais il peut pas y opposer, avoir la peur peut-être de s'engager sur le sujet. Il y a cet institut américain Catalyst qui a fait une très bonne étude sur les raisons pour lesquelles les hommes avaient du mal à s'engager sur la question de mixité. Ils sont au nombre de 3, ces freins, c'est la peur, l'ignorance et l'apathie. Et la peur, c'est pas la peur des femmes, mais c'est la peur de s'engager. La prise de risque. La peur de dire des bêtises, la peur de perdre son statut, parce que la question de la mixité, c'est pas encore extrêmement sexy comme sujet d'entreprise, il faut bien le dire. Donc la peur finalement d'être sur un sujet que l'on ne maîtrise pas vraiment. Il y a la peur aussi de ne pas avoir le bon langage, et ça c'est une chose sur laquelle on peut travailler ensemble. Allez-y, Hortense. Non, puis c'est l'altérité, c'est-à-dire que c'est plus facile de recruter quelqu'un qui vous ressemble complètement. C'est une sorte d'endogamie, là, Exactement. en l'occurrence, Donc, qui fait que... Et puis il y a On des se rassure. fonctionnements Le différents. premier, c'est le genre, et puis après, vous avez les études, les origines. Mais le mot quota a été posé, je vous pose la question, parce que votre cabinet RH travaille sur cette question de diversité, et on a eu ce débat aussi sur ce qu'on a appelé l'affirmative action, la discrimination positive aux États-Unis. Ça a été très critiqué en France. Certains disaient, mais comment on fait? Parce qu'il faut faire des quotas. Alors les Américains, les quotas d'hispanos, les noirs américains, enfin, cette question est un peu un casse-tête. Est-ce que la question des quotas ne pose pas aussi la question
de se dire, mais quota, mais est-ce que c'est pas la compétence d'abord? Si ces femmes sont compétentes, il faut qu'elles aient leur chance pour monter dans l'entreprise. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le quota donne l'impression que on a eu des invités qui nous disaient, mais nous, à diplôme égal, c'était une compagnie d'assurance, me semble-t-il, nous, on choisit une femme. Oui, mais à compétence égale, en fait. Ouais. Tout l'enjeu, c'est le processus de sélection qui doit être totalement équitable. En fait, on ne parle pas de discrimination a priori, mais dans le processus de sélection, à un moment donné, il faut bien choisir un candidat sur une sélection de 2 ou 3 candidats. Et il se trouve que à compétence égale, ça sera intéressant, justement, si on veut diversifier ses équipes, d'aller chercher des profils différents. Donc là, en l'occurrence, pour une organisation où il y a plus d'hommes, d'aller identifier des femmes, mais pas au détriment de la compétence. Donc tout l'enjeu... C'est ça que Et oui, la confusion qu'on peut avoir, c'est ça, c'est qu'on se dit qu'un quota, c'est on va placer une femme coûte que coûte. Certaines sont en colère. On en a une sur un plateau, lors d'un débat, qui nous dit, mais attendez, mais je ne suis pas un quota. Enfin, je veux dire, je suis une femme, j'ai mes compétences. Il y en a qui en reviennent. Il y a des femmes qui considéraient effectivement qui étaient contre les quotas, et beaucoup ont compris, et on le voit, je crois que c'est pour ça que la loi Rixain est arrivée. On a vu l'effet extrêmement positif quand même de la loi Copé-Zimmermann. Non seulement ça a donné une dynamique très vertueuse, et puis ça a aussi permis aux femmes de s'autoriser finalement à se présenter. Tiens, autoriser, c'est le plafond de verre. Ça, c'est l'expression qui revient assez régulièrement quand on fait ces émissions autour de l'égalité homme-femme. C'est quoi le plafond de verre? Quelle définition vous émettez? C'est j'ai le niveau, mais non, c'est pas pour moi ça, c'est trop haut, parce que c'est quoi? C'est une forme de censure? On s'auto-censure? C'est dans les deux sens, le plafond de verre. C'est à la fois le plafond qui est mis par les personnes au-dessus. D'accord, on vous le pose. Voilà, et c'est le plafond qu'on peut effectivement se mettre. Mais vous l'avez vécu, vous, dans votre quotidien, au-delà du GEF que vous représentez sur ce plateau, mais vous, personnellement? Vous l'avez vécu, cette sensation de vous sentir être une femme et donc avoir ce plafond de verre au-dessus de la tête, ou pas? Il y a quand même... Je suis dans un milieu qui est un peu particulier parce que c'est des professions libérales. Donc, alors j'exerce au sein d'une structure, effectivement. Donc, c'est, on va dire, plus atypique que les entreprises. Donc tout va bien chez vous alors? Je dirais pas que tout va bien. Si vous regardez le barreau de Paris, non, tout va pas bien. Et si vous regardez les associés dans les cabinets d'affaires... Je ne veux pas que vous critiquiez votre cabinet magnifique, mais il y a beaucoup d'hommes chez les avocats aussi, c'est compliqué. Il y a beaucoup d'hommes et effectivement, on a aussi cette pyramide avec beaucoup de femmes au début et beaucoup moins d'hommes à la fin. Exactement. Donc il y a des actions effectivement qui sont prises au niveau des grands cabinets, mais pas dans les petites structures. On est d'accord. Vous parliez d'ambition, en fait, c'est vraiment tout l'enjeu de l'image ou de la représentation qu'on peut avoir sur les femmes. Et justement, plus on monte dans la hiérarchie, plus on se dit, est-ce que les femmes ont envie d'aller jusque-là? Est-ce qu'elles ont de l'ambition pour pouvoir progresser? Et en fait, on se rend compte que, on estime que les femmes, en fait, ont moins d'ambition que les hommes. Et donc, du coup, c'est aussi pour ça qu'elles n'y arrivent pas. Non pas qu'on ne leur propose pas ou qu'on les bloque, mais potentiellement qu'elles ne se positionnent pas. Or, c'est faux. Il y a toute une bienveillance qui est assez terrible, où en fait, on pense à la place de l'autre. C'est-à-dire que je ne vais pas lui proposer tel poste parce qu'elle vient d'avoir un enfant, parce qu'elle vient de se marier, parce qu'elle est mariée, parce que je pense, moi, qu'elle n'aura pas l'idée de... Je pense à sa place, ça c'est très vrai. Je pense à sa place. Il faut au moins poser la question. Une projection. Cette bienveillance, entre guillemets... Que certaines ne réclament absolument pas, en se disant, mais je veux grandir, je veux progresser. Et ça, c'est intéressant. Toute seule. Et donc, comme le disait Hortense, c'est vraiment dans les deux sens. Les trois leviers qui freinent, qui expliquent l'absence des femmes dans les instances dirigeantes ou la faible présence, c'est vraiment d'une part les process d'entreprise, la manière dont les entreprises sont organisées. Le mode de recrutement, la façon... Le mode de recrutement, les horaires de travail, les horaires de réunion. Les réunions à 19h, bien pratique. Les modes d'évaluation, plus ou moins objectifs. Donc il y a tout ça. Le deuxième bloc, ce sont les hommes, et souvent inconsciemment, en tout cas on l'espère, par justement les mythes dont ils sont empreints, cette manière qu'ils ont de reproduire ce qu'ils ont connu et de leur environnement familial la plupart du temps. Autour d'eux un environnement qu'ils connaissent, entre autres choses. Et puis le troisième facteur, c'est effectivement les femmes qui ne se mettent pas autant en avant que les hommes et sont disqualifiées. Les femmes qui ne vont pas demander autant de promotion ou d'augmentation. Voilà, tous ces freins, du col, pour le dire. Tous les freins que nous mettons, qui sont liés à la manière dont nous avons été élevés et sur lesquels on peut mettre le doigt en tant que femme. Et une fois que l'on met le doigt sur ces freins, on peut y travailler aussi. Mais juste un mot, j'écoutais un reportage et j'ai eu un dîner hier avec une femme chef d'entreprise, 700 salariés, et je lui demandais, sans d'ailleurs imaginer que je la prolongerais sur ce plateau, mais je lui disais, mais comment vous faites, vous, en tant que femme, elle a 3 enfants,
lorsque vous quittez la maison, c'est-à-dire que le lendemain matin, elle partait à 7h30 et que c'était compliqué pour elle d'organiser sa journée, que son mari était lui-même chef d'entreprise. C'est des choses que vous vivez, ça aussi. Alors, est-ce que vous auriez posé cette question à un homme mais chef d'entreprise? je vais aller au bout de la réponse. Ça veut dire qu'il faut repenser aussi le mode d'organisation familiaux. Enfin, pour le dire simplement. Parce que son mari est aussi chef d'entreprise. Et qu'à un moment donné, s'il n'accepte pas le deal de garder les enfants parce qu'ils ont un enfant de 5 ans, pour être très concret. C'est un travail de couple, en fait. Voilà, ça ne marche pas, en fait. Vous êtes d'accord, ça, avec il faut que votre mari, votre compagnon joue le jeu. Alors après, il y a aussi la famille autour, il y a une organisation familiale qui peut être mise en place, mais c'est clair qu'on ne peut pas... il faut rééquilibrer, en fait, la place de l'homme et de la femme. La femme dans les entreprises, les deux sont liés. Et l'homme aussi plus de place. En fait, c'est la sphère privée. Privée qui déteint. C'est-à-dire que la sphère privée, on ne peut pas la réglementer. Enfin, il y a des choses, on peut interdire certaines choses. Non. Quand il y a faut pas que l'État aille trop loin non plus, quand même. Mais l'État ne peut pas aller là. Donc c'est pour ça qu'on travaille avec les ministères. On a tout un travail, toutes les trois, là, avec les organisations qu'on représente, pour aider le législateur à prendre des lois qui vont changer la culture, mais on a des leviers sur l'entreprise et on espère qu'en changeant l'entreprise et cette culture-là, on va réussir à ruisseler aussi dans la sphère privée. Et la politique familiale qui donne un congé paternité très utile. Et ça, tout ça, c'est un exemple. Ça, c'est un élément fort, ça. C'est vraiment un exemple de la loi qui s'applique à l'entreprise et finalement qui va entrer à la maison. Mais il y a quand même quelques raisons d'être inquiet sur ce point-là, parce que les dernières études montrent que dans les jeunes couples, parce qu'on a tendance à dire, mais ça n'est plus du tout une question chez les jeunes couples. Or, la répartition du temps sur les dernières années, passée sur les charges ménagères, exactement. La seule amélioration que l'on a vue sur les 10 dernières années, c'est le temps passé avec les enfants. Donc, ça n'a pas bougé pour l'aspirateur et la lessive. Donc, on est encore dans le mythe. C'est pas parce qu'on est un jeune couple que tout est à égalité. Alors ça a un peu évolué sur le temps passé avec les enfants. Donc, les hommes, les papas passent plus de temps avec les enfants, mais c'est du temps loisir. Vie privée, vie professionnelle, on voit que c'est un enjeu, parce que si la maman qui a une réunion à 19h doit aller récupérer son enfant à 18h à la crèche, elle ne peut pas faire cette réunion. Et donc elle se coupe. À distance. Elle peut à distance. Non, mais par ailleurs, elle se coupe aussi, ou peut avoir une réflexion de son supérieur hiérarchique qui lui dit « tu n'étais pas présente à la réunion ». Enfin, je veux dire, tout ça a une incidence pour son évolution de carrière. Alors Dieu merci, la crise sanitaire a peut-être fait évoluer certaines choses et le présentéisme a tendance à diminuer. Moi, je le vois dans des organisations avec lesquelles je travaille ou dans lesquelles je travaille moi-même, que cette idée de rester au bureau jusqu'à 20h, on l'a peut-être un petit peu vécu, on va voir sur le moyen terme. Ça a beaucoup changé, les attentes aussi ont changé au niveau des nouvelles générations. Donc les jeunes ne veulent plus travailler, on le voit bien avec tout ce qui se passe en ce moment, sur la grande démission aux États-Unis qui arrive en France. Les nouvelles générations... Emploi sous-qualifié, on n'est pas sur des postes de cadre supérieur pour l'instant. Mais quand même, il y a un mouvement qui est en train de se jouer quand même chez les cadres. Ras-le-bol. Alors, c'est pas qu'on n'a plus envie de travailler, c'est que les gens veulent travailler différemment. Différemment, ils veulent travailler. Et voilà. Et donc, ça veut dire qu'il faut repenser les modes d'organisation, peut-être plus de souplesse et de flexibilité. Et ce qui était avant demandé uniquement par des femmes devient aujourd'hui sollicité par les hommes et les femmes. Je suis d'accord. Vous avez 15 secondes chacune. Comme il y a Marie-Pierre Rixain qui était venue sur ce plateau et que vous êtes aussi regardée par le législateur, qu'est-ce que vous leur demandez là aujourd'hui ? Quelles sont vos revendications, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle? Moi, je leur demande une autorité indépendante pour appliquer les lois qui existent. Voilà, c'est très précis. Donc les décrets soient sortis et qu'on les applique. Et qu'on les applique et qu'il y ait une autorité dédiée, parce que la question de la légalité, c'est un pourcentage du PIB qui est aussi important que la lutte contre-corruption. Donc un ministre... On a une AFA pour la corruption. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Une autorité, pas qu'un ministre. Une autorité, j'ai entendu. Moi, je leur demande que l'équivalent de la loi Rixain soit voté pour le public. Il y a une loi qui s'appelle la loi Sauvadet qui n'est pas appliquée. Et il faut absolument que les organismes qui sont nos législateurs, qui sont, bref, notre fonction publique, pour que tout ça fonctionne vraiment, qu'il y ait ces mêmes quotas appliqués. 10 secondes, Ingrid. Moi, ce que je pense important, c'est d'accompagner les entreprises financièrement, d'autant plus encore aujourd'hui, à mettre en place des actions, parce qu'il y a des volontés, notamment dans les PME, mais il n'y a pas forcément les moyens, il n'y a pas forcément de personnes dédiées, et le fait de pouvoir avoir une aide fiscale, notamment dans la mise en place d'actions, serait, à mon avis, très utile.
Merci à vous trois. Merci, mesdames, d'être venues nous rendre visite. Remixer la Merci mixité, c'est chez Erol. Et puis, je voulais remercier Hortense Deroux, présidente du GEF et qui est aussi avocate associée, je l'espère, dans ce cabinet dont je n'arrive pas à prononcer le nom, Ashurst. Merci à Ingrid Bianchi, responsable Diversity Source Manager, qui est un cabinet RH spécialisé sur ces questions. Et puis, je remercie Marie-Christine Maéas, directrice du Centre Mazars pour la diversité et l'inclusion. Sujet pas assez sexy. Et de l'Observatoire, pas assez sexy à vos yeux, mais c'est un sujet essentiel dont on parle beaucoup sur ce plateau. On termine notre émission justement avec les cadres. Qu'est-ce qu'ils en pensent de la présidentielle, nos cadres? On en parle tout de suite. Fenêtre sur l'emploi, on termine avec les cadres. Alors, les cadres, on en parle souvent, leur recrutement, leurs hésitations, leur envie de partir au vert. Et puis, on va s'y intéresser aussi sous l'angle de l'élection présidentielle. On est à 12 jours du premier tour. Alors, évidemment, c'est intéressant de sonder les cœurs et de savoir ce qu'en pensent les cadres. Carole Ferté est avec nous. Bonjour, Carole. Ravi de vous accueillir, directrice des études chez Cadre Emploi. Alors, avant de découvrir le blind test des cadres à l'égard des candidats, globalement, je dirais le trend, c'est quoi? C'est des cadres globalement satisfaits? Globalement, on a des cadres qui sont très satisfaits. On les a interrogés là en février quant à leur niveau de satisfaction et 86% d'entre eux se disent satisfaits de leur satisfaction, de leur situation professionnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est plus qu'en octobre 2019, juste avant la première vague de Covid qu'on a tous connue, le premier confinement. Parce qu'il y a eu une accélération de notre économie, que le marché de l'emploi se porte bien, j'imagine. Ils sont satisfaits, mais imprudents, ou ils sont plutôt version sécurité, les cadres? Ils restent version sécurité. 47% d'entre eux souhaitent rester dans leur entreprise. Le reste sont ouverts aux opportunités. Et quant à des mobilités plus importantes, ils sont seulement 3% à se déclarer en recherche active. Donc il y a une forme de prudence malgré la satisfaction des cadres aujourd'hui. Alors maintenant, on va affiner un tout petit peu parce qu'au-delà de cette satisfaction, ces cadres considèrent, comme beaucoup de salariés d'ailleurs, qu'ils ont beaucoup donné pendant la période Covid. Et là, ils ont poussé la porte des DRH. Exactement. Voilà, et ils leur disent il faut peut-être augmenter mon salaire. Exactement, c'est un des premiers éléments qui ressort de cette étude, c'est l'augmentation de salaire. Ils sont pour 94% d'entre eux à aspirer à une augmentation de salaire au titre de l'année 2022, à une hauteur moyenne de 4%. Donc c'est plus ou moins l'inflation dans une version dégradée. Ils vont déchanter, je crois. Hein. Si vos chiffres, exactement. Ils veulent 4, mais les DRH leur donnent beaucoup moins. Hein. Exactement. Déjà, tous les DRH ne vont pas augmenter les cadres. Il y a seulement 60% qui veulent augmenter les cadres, à une hauteur bien inférieure, à une hauteur de 1,4%. Donc là, un écart entre les attentes des cadres et les dirigeants d'entreprise. En dessous du niveau de l'inflation, il faut le préciser. Donc les négociations, il y aura parfois des échanges peut-être un peu tendus dans les bureaux des managers et des DRH. Et ils attendent aussi que leurs entreprises améliorent, je dirais, leur vie au quotidien dans l'entreprise. Ça, c'est important parce que c'est un peu nouveau, ça. Ça, c'est l'effet Covid. Oui, exactement. On en parlait un petit peu avant le confinement, du bien-être des cadres. Mais là, ça s'est retrouvé complètement exacerbé depuis les 2 ans qu'on a tous connus et qu'ont connu les cadres, avec cet équilibre vie professionnelle et vie personnelle qui tend à être de plus en plus important pour les cadres. Donc, ils attendent beaucoup de la part des entreprises qui mettent au cœur de la stratégie les collaborateurs. Alors on l'a vu, c'est le bien-être au bureau, oui. Les formations. Exactement. Alors ça c'est assez classique, mais on voit que c'est à 90%. Oui. Ça veut dire quand même que ces cadres ont intégré à travers cette petite animation qu'on découvre l'idée qu'il fallait qu'ils se remettent au niveau. Exactement. Ça, c'est assez incroyable. C'est-à-dire qu'ils sentent qu'on est en train de se transformer et que s'ils ne prennent pas le train, ils risquent de décrocher. C'est ça l'enjeu. Exactement. Je pense que les 2 ans de Covid ont vu une accélération en termes de digital. Ils ont dû s'adapter de manière extrêmement vite. On voit que tout va de plus en plus vite. Et donc, ils attendent des entreprises qu'elles les accompagnent en ce sens pour qu'ils soient toujours à jour dans leur formation, justement. Au-delà de leur bien-être dans l'entreprise, il y a aussi la prise en compte, je le signale, parce qu'on vient d'avoir le débat d'égalité homme-femme. Tout à fait. Je pense que ça vient notamment, mais peut-être aussi des hommes, mais principalement des femmes cadres, qui, à mon avis, régulièrement expriment un désaccord sur les écarts de salaire. Exactement, ça c'est aussi ce qui ressort de cette étude. Oui. Il y a une volonté de meilleure équité en termes d'hommes et de femmes. Donc c'est évidemment prépondérant chez les femmes, mais ça reste prioritaire pour la majorité des cadres, tous sexes confondus. Alors, je gardais le meilleur pour la fin, en tout cas l'aspect présidentiel et politique. Globalement, ces cadres, se retrouvent
à peu près tous autour de cette élection présidentielle, même si on nous dit qu'il n'y a pas de campagne et qu'elle n'a pas démarré. Mais globalement, ils ont plutôt un avis sur la question. Globalement, on les a interrogés sur l'image qu'ils avaient des candidats à la présidentielle. Ce qui ressort, c'est que Emmanuel Macron est celui qui bénéficie de la meilleure image auprès des cadres, avec plus de 50% de bonne image, suivi de Valérie Pécresse et de Yannick Jadot, en termes de top 3 des candidats à la présidentielle. Des candidats progressistes, j'ai envie de dire. Voilà, l'un étant écologiste, mais un écologisme progressiste. Ils sont aussi quand même assez... engagés sur des sujets de société et qui sont peut-être des thèmes qui ne sont pas suffisamment évoqués dans la campagne présidentielle, la notion d'égalité homme-femme, où les cadres disent qu'il faut aller plus loin, il faut sanctionner, il faut agir. Ça, c'est intéressant aussi. Exactement. Les cadres, ils attendent que, de la part des entreprises et de la part des candidats au présidentiel, des actions, notamment pour aller, entre guillemets, condamner des paroles sexistes ou des violences sexistes, que ce soit des entreprises ou de la part de la justice. Donc ça, c'est une véritable attente de la part des cadres qui ressort aussi dans cette étude. Et 2 sujets qu'on vient d'évoquer, notamment un en particulier, qui est la prise en compte, ça c'est très intéressant parce que ça touche les femmes et les hommes, la prise en compte de la parentalité. Ça c'est très intéressant. Oui, tout à fait. Ça c'est une évolution de notre société. Oui, tout à fait. Et c'est peut-être lié aussi aux 2 ans qu'on vient de vivre, où on voit qu'on a dû jongler entre son entreprise, sa famille, etc. Et la prise en compte de la parentalité est aussi un élément qui est exacerbé par ces 2 ans de crise et qui sont importants pour les cadres. Et puis 2 propositions intéressantes, parce que ça c'est évidemment soumis, ce n'est pas la forme d'un sondage, hein, ils font aussi leurs propositions, les cadres que vous interrogez chez Cadre Emploi. Ils veulent inscrire dans la loi l'augmentation des salaires, et qui vient faire écho évidemment avec le chiffre de la DRH de tout à l'heure. Il faut inscrire l'augmentation en fonction de l'inflation. Exactement. Là, c'est tout à fait d'actualité au vu de ce qu'on voit en ce moment et l'inflation dont on ne voit pas nécessairement la fin. Là, les cadres veulent que ça soit indexé dans la loi. Et puis, dernier point, et j'y tiens parce que c'est vrai que c'est le thème du jour de notre débat, c'est toujours l'égalité homme-femme et transparence dans la grille des salaires et encadrer les écarts. Ça veut dire que là, c'est le législateur. Il demande au législateur d'agir, aux politiques. Exactement. D'agir sur ce point-là pour qu'il y ait une vraie égalité qui soit faite entre les hommes et les femmes. Bon, en tout cas, on a le classement versus Cadre Emploi, qui n'est pas un sondage, au sens sondage du terme, mais qui permet d'avoir une photographie des 3 candidats, Emmanuel Macron, Valérie Pécresse et Yannick Jadot, en tout cas dans les cadres interrogés par Cadre Emploi. Merci Carole Ferté, directrice des études chez Cadre Emploi, avec cette étude à la fois mixant les RH, mais aussi leur regard sur ce qu'ils attendent des politiques de celui ou de celle qui sera élu dans quelques jours. Merci à vous, c'est la fin de notre émission. C'était un vrai plaisir de partager ce moment, évidemment, comme chaque jour. Merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Saïd pour le son, merci à Fanny Gressner, évidemment. Merci à Carla pour l'accueil invité, puis je serai là demain, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.